confirmer. Maintenant. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-François Veilleux. Bienvenue à cette conférence sur le thème du MNQ de Sainte-Année qui s'intitule L'histoire des patriotes, une source d'inspiration d'hier à aujourd'hui. Plus précisément, la communication que je vous amène aujourd'hui, c'est sur les héros et les héroïnes dans l'histoire du Québec de 1608 à 1840. On peut remonter, en fait, ça va être en ordre chronologique, donc on va suivre l'histoire du Québec. Donc on remonte au début des temps de la colonie. Bien évidemment, on commence par Samuel de Champlain, navigateur d'exception, cartographe, écrivain, ethnologue et botaniste. Bien, Samuel de Champlain a clairement marqué l'histoire du Québec et du Canada par sa vision et son humanisme. C'était le géographe du roi, donc Champlain doit convaincre la cour de la faisabilité d'établir une nouvelle France en Amérique du Nord. Il réussit et une nouvelle expédition s'organise. Au printemps 1603, à Tadoussac, il scelle une alliance avec plusieurs tribus autochtones, des Hurons, des Algonquins, des Montagnais, qu'on connaît mieux sous le nom de Inuits. C'est là d'ailleurs qu'il leur dit « Nos fils marieront vos filles et nous ne formerons qu'un seul peuple ». Avant de fonder Québec, Samuel de Champlain a fondé Port-Royal, en Acadie. Et pendant l'hiver 1606, il va fonder l'Ordre de Bontemps, donc pour divertir les gens pendant le long hiver, et c'est en quelque sorte le premier club social et gastronomique en Amérique. C'est le 3 juillet 1608 qu'il fonde Québec au pied du Cap Diamant. Il avait été envoyé de nouveau au Canada. Hein, on dit Canada parce que ça avait été nommé 75 ans plus tôt par Jacques Cartier en 1534. Et donc, il arrive ici à bord du bateau Don de Dieu pour fonder un comptoir permanent de traite de fourrure qu'il nomme l'Habitation de Québec, et Samuel de Champlain est âgé de 34 ans. Il ne perdra jamais un bateau en près de 30 traversées de l'Atlantique, ce qui est vraiment impressionnant, entre la France et le golfe Saint-Laurent, puis même non plus à l'intérieur du fleuve, parce qu'à l'époque, en fait, un bateau sur 3 ne se rend pas, donc on débarque à Tadoussac, parce que les eaux du fleuve, et même encore aujourd'hui, sont très difficiles à naviguer. Et encore aujourd'hui, c'est des pilotes québécois qui prennent la barre des grands bateaux parce que c'est eux qui connaissent le mieux le fleuve Saint-Laurent. Sur l'image à droite, vous reconnaissez sans doute le Don de Dieu, le bateau de Champlain, qui a été honoré par une bière du même nom chez la microbrasserie Unibrou. Ici, quelques représentations de l'habitation de Québec, donc construite et supervisée par Samuel de Champlain lui-même. Ici, à gauche, vous avez un plan dessiné par Champlain de cette habitation. Et en bas à droite, c'est une photo du quartier historique du Petit Champlain, qui est en quelque sorte le plus vieux du genre en Amérique du Nord, ce qui lui permet de nouer des liens avec les Inuits et les Algonquins, qui étaient en guerre avec les Iroquois. En 1609, Champlain découvre la rivière Richelieu et ce qui deviendra, ce qui va porter son nom, le lac Champlain, vers les États-Unis. En fait, Champlain a laissé une trace, un héritage dans la toponymie du Québec avec plus de 330 noms de lieux. C'est sans doute le plus grand créateur de noms de lieux français en Amérique du Nord. Par exemple, l'île Sainte-Hélène à Montréal, qu'il a nommée lui-même en l'honneur de sa femme. Champlain va s'allier avec les Autochtones et donc va faire bataille avec eux contre leurs ennemis, les Iroquois. On le voit ici, c'est un croquis de la main de Champlain dans une bataille à Ticonderoga, dans l'État de New York, en juillet 1609. On peut voir que Champlain s'est dessiné lui-même au milieu de la bataille et c'est sans doute le seul autoportrait, le véritable seul autoportrait de Champlain qu'on connaît de nos jours. En 1610, il introduit les vaches laitières pour créer du fromage. C'est un grand explorateur, donc il explore la rivière Ottawa, c'est la rivière des Outaouais, et publie le récit de ses voyages depuis 1604. Il découvre en 1615 les lacs Huron et Ontario, puis la Huronie en 1616, qui est le pays des Hurons, hein, près du lac Huron, qui sera détruit par les Iroquois vers 1649. Entre-temps, en 1613, Champlain va attribuer au fleuve lui-même le nom de Saint-Laurent au fleuve. En 1626, il construit au Cap Tourmente, la côte de Beaupré, la première ferme de la vallée du Saint-Laurent, qui devient en quelque sorte le grenier de Québec en pourvoyant aux besoins de la colonie.
En 1620, Champlain supervise la construction du fort de Québec sur le Cap-Diamant et la même année, il va nommer Louis Hébert, l'apothicaire de profession, de retour dans la colonie, procureur du roi dans la cité de Québec. Et dès l'année suivante, il promulgue le premier code de loi à Québec. Louis Hébert, deuxième héros de notre saga, considéré aujourd'hui comme le premier véritable colon, défricheur, cultivateur et premier pharmacien qui habite la Nouvelle-France. C'est au printemps 1617 qu'il quitte Paris avec sa famille, donc sa femme et ses 3 enfants survivants, Guillaume, Anne, Angélique et Guillemette, et donc il quitte pour le Canada. Il est considéré comme le premier agriculteur de la colonie. En 1625, il devient le premier propriétaire de ses terres agricoles, appelé le fief de Sault-au-Matelot. Après avoir eu des relations difficiles avec les compagnies de commerce qui font la traite des fourrures, il a noué très tôt des relations d'amitié avec les Autochtones. Apothicaire, Louis Hébert a envoyé d'ailleurs en France au moins 45 plantes jusque-là inconnues. Il ne faut pas oublier sa femme aussi dans l'histoire, qui est la première européenne à venir ici habiter sur le Nouveau Monde. Sa fille Guillemette aussi s'est mariée avec Guillaume Couillard, qui est arrivé en 1613. Et c'est d'ailleurs c'est lui qui va amener la première charrue en Nouvelle-France. Et ensemble, ils auront plus de 10 enfants. Et à sa mort, on calcule que Guillemette aura une descendance de 250 personnes. En 1800, Marie Rollet aura quant à elle l'une des 10 plus grandes descendances de Nouvelle-France. De 1629 à 1632, pendant 3 ans, Québec est prise par les frères Kirk, des Anglais. Et donc, Samuel de Champlain doit se démener en Europe pour que la colonie soit rétrocédée à la France. Et donc, par un vibrant plaidoyer devant le roi d'Angleterre, il défend le retour de ses colonies. En 1632, Champlain publie une récapitulation de tous ses voyages et Port-Royal, qui est son endroit préféré, est récupéré dans le traité de paix de 1632, le traité de Saint-Germain-en-Laye. Nommé à son retour lieutenant général de la Nouvelle-France par Louis XIII, Samuel de Champlain instaure alors un régime seigneurial très efficace. La colonie va doubler tous les 25 ans à partir de ce moment. Et c'est l'ouverture à Québec de la première école en Canada. Le 4 juillet 1634, c'est la fondation du premier comptoir de commerce et colonisation de ce qui deviendrait Trois-Rivières par un obscur Monsieur Laviolette, dont on ne connaît toujours pas le prénom, envoyé par Samuel de Champlain à l'embouchure de la rivière du Saint-Maurice. Et en fait, dès 1603, Champlain avait déjà cerné le potentiel derrière la beauté d'un tel emplacement servant de commerce. Un autre héros, cette fois autochtone, Capitanal. En fait, le père de Capitanal, qui est un ami de Champlain, a été tué au combat en 1615 contre les Iroquois, pendant lequel Champlain lui-même a été blessé. Capitanal était encore enfant quand son père mourut, mais avec le temps, il entendit les anciens de la nation raconter comment Champlain vint d'abord dans leur pays et comment les montagnais s'efforcèrent de le persuader de demeurer parmi eux. Capitanal et un certain nombre de montagnais de la région de Trois-Rivières arrivent à Québec en 1633 dans 18 canots, quelques jours à peine après le départ des Anglais, les frères Kirk, et le retour de Champlain en Amérique du Nord. Il était parti pendant 4 ans. Capitanal mourut au cours de l'automne de l'année suivante. Il laissait sa femme et 3 enfants. Et avant de mourir, il demande aux notables de sa nation de maintenir les bonnes relations qu'il avait établies avec les Français. Et même pour prouver son amitié pour ceux-ci, il se fit transporter au nouvel établissement de Trois-Rivières afin d'être enterré près de ses amis. Il demanda aussi d'être porté en terre par des Français qui recevraient chacun un cadeau de lui, et on fit droit au désir de Capitanal et Champlain fit entourer sa tombe d'une clôture. Le père Paul le Jeune, jésuite, tenait d'ailleurs Capitanal pour un homme d'un grand bon sens et un ami fidèle des Français. Donc, je le classe parmi les héros du Québec parce que c'est grâce à lui si les Français ont pu s'implanter pacifiquement et en collaboration avec les Autochtones. Ici, on a une très belle carte de Samuel de Champlain qui date de 1632. C'est vraiment, vraiment impressionnant. On pourrait presque calquer cette carte-là sur nos GPS actuels. Et donc, voilà la belle Nouvelle-France ou Canada, selon les termes de l'époque. Et on a une maquette de Michel Bergeron
qui est gardé à Québec, qui reconstitue la ville de Québec à la mort de Champlain en 1635. Donc, on peut voir le premier fort en bas de la falaise et en haut, le deuxième fort qui va devenir le fort Saint-Louis et qui va devenir plus tard le premier parlement de Québec et sur lequel va être construit d'ailleurs le château Frontenac. Il faut dire qu'à l'époque, partout en Europe, les grands royaumes sont très, très religieux. Hein? C'est des monarchies de droit divin. Et donc, en 1632, le roi Louis XIII fait le vœu de consacrer le royaume de France à la Vierge Marie. Et ça, c'est très important parce que les prochains héros et héroïnes que je vais vous présenter, ben, ils sont surtout liés au monde clérical et religieux. Donc, en 1639, il y a les Ursulines qui fondent leur couvent à Québec et il y a 3 sœurs Augustines, des hospitalières qui proviennent de Dieppe, en Normandie, et donc qui arrivent ici à Québec à bord du Saint-Joseph après 3 mois de voyage. Elles viennent ici pour y fonder le premier hôpital d'Amérique du Nord, l'Hôtel-Dieu de Québec. Utilisant beaucoup de plein chant pour prier, elles devront plus tard se battre avec Monseigneur Laval pour conserver leur tradition, qui voyait un peu d'un mauvais œil ces femmes très impliquées dans la société. C'est en mai 1642 qu'on fonde Ville-Marie, qui va devenir Montréal, et c'est Paul de Chaumédé, sieur de Maisonneuve, qui insiste pour abattre le premier arbre lui-même, accompagné de sa cofondatrice, Jeanne Mance. Le site est fondé sur l'actuelle place Pointe-à-Caillère. Maisonneuve est un militaire de profession. Il a fait d'ailleurs 60 jours de guerre contre les Iroquois. Il ne boit pas devant les soldats et il joue du luth. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est très cultivé. C'est lui aussi qui fait planter une croix sur le Mont-Royal en janvier 1643. D'ailleurs, le Mont-Royal a été nommé par Jacques Cartier lors de son deuxième voyage, quand il arrive à Hochelaga en 1535. Et parce qu'il y a une inondation qui s'arrête tout juste sur le bord du fort, donc Maisonneuve érige cette croix qui existe toujours aujourd'hui et qui est un symbole de Montréal. Jeanne Mance, c'est important d'insister sur elle. Elle est membre de la Société Notre-Dame. Elle a quitté sa ville natale à l'âge de 34 ans pour répondre à une vocation missionnaire irrésistible qui l'amène jusqu'au Canada. En 1645, elle fonde l'hôpital L'Hôtel-Dieu. Elle en sera la seule administratrice pendant 31 ans. Vers 1651, tout brûle à l'intérieur du fort de Ville-Marie. Il faut donc tout repartir à zéro. À cause des Iroquois, donc les habitants de Montréal se replient stratégiquement sur le fort de Trois-Rivières et Jeanne Mance donne alors l'argent de son hôpital pour ramener des colons et des soldats. Elle est d'ailleurs reconnue à juste titre comme cofondatrice de Montréal. Aujourd'hui, personnalité langroise reconnue, le visage de Jeanne Mance a évolué. La fondatrice de l'Église canadienne est devenue une infirmière sans frontières au fur et à mesure que l'Église catholique perdait de son influence tant en France qu'au Québec. Donc, en quelque sorte, on peut dire que Jeanne Mance est la première infirmière canadienne. Dès son arrivée, elle est à la fois infirmière, prémintendante et rigoureuse administratrice de la colonie. En fait, c'est elle qui sauve la colonie du désastre en parvenant à faire venir une centaine de recrues, à la fois colons et soldats, grâce à l'argent qu'elle a fourni. Elle décède en 1673 en réputation de sainteté, selon Mère Juchereau de Saint-Ignace, qui est alors supérieure de l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle cède son cœur à la communauté à laquelle elle a voué sa vie, dont le musée possède encore ses restes. Depuis 1945, sa candidature est défendue par les Sœurs hospitalières pour être canonisée et en 2015, elle a été reconnue vénérable par le Vatican. Marguerite Bourgeois, elle quitte sa ville natale à 20 ans, illuminée lors de la procession annuelle du Rosaire pour s'engager dans un voyage spirituel jusqu'aux frontières du Nouveau Monde, l'Amérique. Jusqu'en 1671, Marguerite Bourgeois et sa congrégation des Sœurs de Notre-Dame sont mal vues par Monseigneur François de Montmorency de Laval. Non cloîtrées, leur mission est pourtant d'enseigner et d'éduquer. Marguerite Bourgeois est donc la première enseignante de Montréal dans une école ouverte en 1658, une ancienne étable. L'éducation est alors gratuite et pour tous, autant pour les Français que pour les Autochtones. Elle aide à l'établissement de la petite colonie de Ville-Marie sur l'île de Montréal et la congrégation qu'elle y fonde sera une des premières communautés féminines non cloîtrées. Elle sera au premier plan des efforts qui sont faits pour éduquer les pauvres, particulièrement les filles et les femmes.
Elle décède à Montréal à l'âge de 79 ans en 1700. Elle devient sainte en 82. On la fête d'ailleurs le 12 janvier et on la considère également comme une cofondatrice de la ville de Montréal. En 1644, le sergent percheron Pierre Boucher s'installe à Trois-Rivières pour défendre le fort contre les Iroquois. Il est en Nouvelle-France avec sa famille depuis 1635, il connaît les langues autochtones, il devient capitaine en 1651 et il est reconnu pour sa grande compétence et son honnêteté. Il sera d'ailleurs nommé gouverneur de la ville, puis récompensé par le roi. En effet, Pierre Boucher sera le premier Canadien ennobli par Louis XIV. Donc, il acquiert un titre de noblesse devant le roi de France. Pour aider la colonie, c'est à Trois-Rivières, au confluent du Saint-Maurice et du Saint-Laurent, que sont jetées les bases de la première milice canadienne. Donc, dès 1651, c'est l'époque des guerres autochtones, Pierre Boucher, capitaine du bourg de Trois-Rivières, reçoit l'ordre du gouverneur de Nouvelle-France de se procurer des armes, d'exercer les habitants à leur maniement et de les relayer au service de la garde. En 1654, Pierre Boucher devient gouverneur de Trois-Rivières après un séjour en Huronie et à Québec. Juge royal et conseiller du roi, il représentera aussi la colonie en France en 1661-1662. Il réussit alors à ramener 100 soldats dans 2 vaisseaux avec des vivres et des munitions. Il engage de nouvelles recrues pour donner un nouveau souffle à la colonie et à son retour, il écrit un ouvrage qui est une source incroyable pour les historiens, Histoire véritable et naturelle des mœurs et production du pays de la Nouvelle-France, vulgairement dite le Canada. Pierre Boucher est un modèle de métissage. Sa première femme, d'ailleurs, était la fille d'un chef Huron. Elle s'appelle Marie-Madeleine Chrétienne, mais elle va décéder en bas âge. Il a eu 15 enfants avec sa deuxième femme, Jeanne Crevier, qui est d'ailleurs l'ancêtre de Ludger Duvernay, qu'il épouse à Trois-Rivières en 1652. Il démissionne en 1667 pour aller fonder à 45 ans la seigneurie de Boucherville en 1673, qui devient un modèle de réussite avec ses 37 concessions. Boucher décède en 1717 à l'âge vénérable de 94 ans, en laissant une descendance de 15 enfants et sa seigneurie est encore citée en modèle. Ensuite, on arrive à une époque un peu plus tragique dans l'histoire de la Nouvelle-France, parce que les missionnaires, qui sont les premiers explorateurs du continent, qui viennent ici pour évangéliser les Autochtones, eh bien, il y en a plusieurs qui se font capturer, torturer, il y en a même qui sont mangés par certaines tribus iroquoises. Entre autres, Antoine Daniel, qui meurt criblé de flèches avant d'être jeté dans les flammes, qui consume sa chapelle. Jean de Lalande aussi meurt sous le coup de leur hache. Et il y en a quelques autres là, qui vont mourir aussi. Et c'est les coureurs de bois qui vont prendre la relève des missionnaires. Donc, parmi les héros, on pourrait classer ce qu'on appelle les martyrs canadiens. Leur récit a été raconté par le père jésuite Paul Ragnaud. Vous voyez ici une liste des 8 principaux martyrs canadiens. D'ailleurs, il y a une municipalité qui existe depuis 1928 et aussi, là, ils ont été canonisés, béatifiés par Rome. Et c'est ce qu'on appelle en fait les temps héroïques de 1640 à 1665. Il y a même un monument à Sillery qui a été dédié à ces glorieux martyrs et il a été inauguré en 1940. Puis à ces martyrs canadiens, on peut en ajouter plusieurs autres, en fait, là, des prêtres qui ont été martyrs de certains Autochtones, qu'on disait sauvages à l'époque, mais évidemment, c'est une minorité d'Autochtones qui font toujours la guerre aux Français. J'en ai mis quelques-uns ici, là, Amiotte qui va mourir noyé, Jean Nicolet aussi, Anne de Noué, qui lui est un prêtre mort gelé en forêt, comme on peut voir à droite. Jacques Buteux, lui, a été jeté dans le trou du diable des chutes de Shawinigan. Et il y en a quelques autres, là, Gabriel Druyette aussi, affamé, qui a dû manger le cuir bouilli de ses souliers et les cordes de ses raquettes. Et ça, c'est sans compter les dizaines de Hurons massacrés près de Trois-Rivières et autant de citoyens trifluviens enlevés, torturés ou simplement tués sur place dans le champ. Donc, c'était déjà difficile la vie par rapport au climat hivernal, mais en plus, la guerre avec les Iroquois, c'était
pas facile. Vous pouvez lire d'ailleurs les ouvrages de l'historien Benjamin Sulte pour avoir plus de détails sur la torture infligée aux premiers colons. Maintenant, on tombe dans les coureurs des bois. En 1651, Pierre-Esprit Radisson arrive avec sa famille à Trois-Rivières. Il sera capturé par les Iroquois cette même année. Il va vivre selon leurs coutumes pendant 2 ans avant de s'évader pour revenir chez lui. Donc, il redevient coureur de bois pour son beau-frère, le trifluvien Médard Chouard dit des Groseilliers. En 1668, non appuyés par la Nouvelle-France dans un projet de commerce, ils vont décider de faire affaire avec les Anglais plutôt pour établir un poste de traite à la baie du Tusson pour conduire des navires de marchandises venus d'Angleterre. Et d'ailleurs, en 1670, ils vont fonder ensemble la Compagnie de la baie du Tusson, qui est la plus vieille compagnie toujours existante au Canada et au Québec. En 1647, les explorateurs vont entre autres découvrir le lac Saint-Jean et aussi on fait des expéditions à la baie du Tusson pour agrandir le territoire français en Amérique. Un coureur des bois, ou plus précisément un coureur de bois, selon les archives, était comme le voyageur un aventurier directement impliqué dans la traite des fourrures avec les Autochtones. Donc, il opérait durant le 17e siècle en Amérique du Nord coloniale, mais à l'opposé du voyageur, il ne possède pas de permis émis par le roi de France. Je vous ai mis ici quelques noms de coureurs de bois connus, comme Étienne Brûlé, qui a été envoyé par Samuel de Champlain vers les Grands Lacs et qui est le premier Européen en Ontario. Malheureusement, ça a mal fini pour Étienne Brûlé. Il a travaillé pour les frères Kirk et il sera mangé par les Autochtones en guise de vengeance pour avoir trahi Samuel de Champlain. Donc, quelques autres noms ici que vous voyez et quelques-uns dont on y reviendra dans quelques instants. En fait, un truchement ou un traducteur, c'est un synonyme, comme Étienne Brûlé, c'est un intermédiaire, souvent interprète, qui peut aussi assumer des fonctions d'ambassadeur ou de médiateur. Si les Autochtones s'occupaient seuls de tous les travaux relatifs à la chasse et à l'apprêtage des peaux, les intermédiaires, et en particulier les Outaouais, qui assumaient en grande partie le transport des fourrures de 1653 à 1670, furent de plus en plus remplacés par des coureurs de bois qui aspiraient à l'entière mainmise sur la traite en interceptant les fournisseurs avant qu'ils ne livrent leur peau à la foire de Montréal. Et être un coureur des bois, je classe ça comme un héros parce que c'est un travail très difficile. Ce n'est pas un travail de tout repos. Ils doivent parcourir de très longues distances en transportant de lourds ballots de fourrure, faire du portage, supporter des conditions climatiques extrêmes et en plus, leur profit baisse depuis plusieurs années parce que la compétition est assez féroce. La peau de castor, en fait, parce qu'elle est imperméable, est très prisée en Europe par l'élite politique. Donc, les autorités métropolitaines, qui n'aiment pas la compétition, et l'embryon de gouvernement en Nouvelle-France vont tenter, sans succès, d'enrayer la prolifération des coureurs des bois. Vous voyez à droite une image justement de ces coureurs des bois qui devaient ramer sur des eaux infestées de moustiques et éviter la noyade à tout moment. C'était le lot quotidien de ces gens. Et donc, le gouvernement a tenté d'enrayer la prolifération en les mettant hors la loi parce qu'on les considérait comme perdus pour la colonie du fait, entre autres, qu'ils ne cultivaient pas la terre. Les autorités locales, cependant, et particulièrement le gouverneur Frontenac et son associé Cavalier de la Salle, vont continuer d'encourager l'expansion de la traite dans l'espoir de gains personnels. En 1680, on retrouve entre 500 et 800 coureurs des bois à Trois-Rivières, qui est le principal poste de traite de la colonie. Et selon les autorités, il y a au moins 500 hommes qui trafiquent dans l'Ouest à cette époque. Pour vous donner une idée, avant 1650, on exportait environ 30 000 peaux de castor par année et le volume va passer à 50 000 peaux 20 ans plus tard et à plus de 100 000 peaux dans les années 1680. À la fin du 17e siècle, les coureurs de bois sont même plus de 5 000 sur le continent nord-américain, de l'Ouest jusqu'à la Louisiane. Selon Serge Bouchard, anthropologue très connu, il porte les noms de Gauthier, La Vérendrye, Ayotte, Lalonde. À l'époque, les coureurs de bois sont souvent des métis aussi, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine moitié française, moitié autochtone. Et encore aujourd'hui, il y a 1 demi-million de personnes qui se déclarent métisses sur tout le territoire du Canada.
Charles Lemoine, lui, il arrive à Ville-Marie en 1646 en tant que soldat et interprète. Donc, dès l'âge de 15 ans, il part pour l'Amérique sur les traces de son oncle, chirurgien de profession. Il débarque en Nouvelle-France en 1641 à titre d'engagé des Jésuites et il aurait protégé Jeanne-Mance et l'Hôtel-Dieu lors d'une attaque iroquoise. Il y a même une balle qui a traversé son bonnet. En 1652, à l'aide des Hurons et d'Anaotaha, il sauve Trois-Rivières de la menace iroquoise. La famille Lemoine est très, très célèbre en Nouvelle-France. La gloire de cette famille-là a été chantée, entre autres, par Alexandre Belliard, qu'on peut voir à droite, et on reviendra tout à l'heure sur quelques autres membres de cette famille très glorieuse. En 1663, la Nouvelle-France, qui est une colonie comptoir gérée par le système des compagnies, est reprise en main par le roi de France. Parce qu'en fait, les compagnies ont plus passé leur temps à s'enrichir qu'à vraiment développer puis en faire une colonie de peuplement. Donc, en 1663 officiellement, la Nouvelle-France devient une province royale et c'est la première colonie de la France. Jean Talon est envoyé ici. Donc, lui, il a travaillé dans divers postes d'intendance civile sous la gouvernance de Mazarin, qui a été l'intendant, qui a été le parrain de Louis XIV. Il est remarqué donc par le roi et par Jean-Baptiste Colbert, qui est le ministre des Colonies, pour occuper le poste d'intendant, tant militaire que civil. Il arrive ici en 1665, il fonde une brasserie grâce à un financement royal pour diversifier l'économie. Et donc, on peut lui donner ça. Il a fondé la première brasserie ici. Et il propose de restaurer le Conseil souverain de la Nouvelle-France. Donc, ça, c'est le premier gouvernement qu'on a ici, en Nouvelle-France. Il fait établir des cours de justice à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal. Et dans chacune de ces villes, il y aura comme un gouvernement autonome. L'arrivée de l'intendant Talon marque également l'arrivée des troupes promises par Louis XIV pour mettre fin, on l'espère, à la menace iroquoise. Donc, le lieutenant-général Alexandre Prouville de Tracy va faire construire 3 forts sur le Richelieu dans le but de défendre la colonie. Talon, et ce malgré la relative pauvreté de la colonie et l'absence de route, fit en sorte que les soldats reçoivent abris, vivres, vêtements, outils, armes et tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Le gouverneur Rémy de Courcelles organise lui aussi 2 expéditions dont il perdra 60 hommes. Donc, on arrive au régiment de Carignan-Salière, qui est justement les soldats envoyés ici pour défendre la Nouvelle-France. Ici, vous avez une carte pour mieux comprendre. Là, vous avez en hachuré noir au centre, donc les Iroquois qui étaient principalement sur les montagnes, les Appalaches, donc situés entre la Nouvelle-France et les 13 colonies anglaises. Donc, on peut voir que la géopolitique, comme encore aujourd'hui, était fort importante dans le développement des territoires et des colonies d'Amérique. Donc, le régiment Carignan-Salière, c'est environ 1200-1300 soldats, arrivent ici et leur première mission est de construire 5 forts le long de la rivière des Iroquois, qui va devenir plus tard la rivière Richelieu. Le fort Chambly et le fort Saint-Jean sont toujours des vestiges existants d'ailleurs. Les soldats ont construit la première route du Canada, le chemin de Chambly, qui relie les villes de Longueuil et de Chambly. Elle permet d'éviter un long détour en canot de Montréal à Sorel, sur le Saint-Laurent, puis par le Richelieu. Il faut dire que c'est davantage un sentier qu'une route, mais quand même. Les Iroquois se rendent en 1667 et vont signer un traité de paix. Le tiers des soldats, donc environ 400 soldats du régiment, s'installent en Nouvelle-France pour habiter la colonie et la peupler. Ils acceptent les divers cadeaux du roi, terre, nourriture pour 1 an, argent et même des seigneuries. La moitié d'entre eux vont épouser l'une des filles du roi. La fin des hostilités entre Iroquois et Français va permettre aux grands explorateurs suivants comme René-Robert Cavelier de La Salle, Louis Joliette et le père Jacques Marquette d'étendre vers l'intérieur de l'Amérique du Nord leur découverte du continent. Vous voyez ici, justement, les explorations du père Jacques Marquette, prêtre de la Compagnie de Jésus. Donc, ils explorent, entre autres, le Mississippi. Ici, on a une carte, vous voyez en rouge, ce sont toutes les seigneuries qui ont été colonisées
qui ont été favorisés par le régiment Carignan-Salière. Et on voit bien aussi la distinction là, du gouvernement de Montréal, des Trois-Rivières et de Québec, qui incluait autant la rive nord que la rive sud. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du régiment Carignan-Salière? Bien, selon la Commission de toponymie du Québec, 62 mentions du nom de Carignan et 47 du nom de Tracy qu'on peut retrouver. Il y a des noms de famille d'officiers qui deviendront des seigneurs, les Bessette, les Champagne, Coderre, Lapierre, Payette, Pellado, Séguin, Sylvestre, Michel et Vigneault. Aujourd'hui, 10% des Québécois ont commencé à être direct un soldat du régiment, qui était ici soit pour la guerre, pour le peuplement ou pour la diplomatie. Donc, environ 750 000 Québécois, peut-être même jusqu'à 1 million, ont un soldat de ce régiment dans leur histoire généalogique. Ces soldats ont fondé la plupart des villages de la rive nord du fleuve Saint-Laurent entre Pentigny et Louisville, comme Berthier, Nicolet, Lanoret, Lavaltrie, et sur la rive sud aussi, Sorel, Saint-Ours, Contrecoeur, Varennes, Verchères et Chambly, dont vous voyez ici le fort qui a été reconstruit au 20e siècle et qui est un musée à visiter si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Jean Talon est considéré comme le premier vrai intendant de la Nouvelle-France. C'est-à-dire que ce poste-là, qui a été créé par le cardinal de Richelieu, dans le fond, les premiers intendants avaient géré la colonie à partir de l'Europe. Donc, Jean Talon, c'est le premier à venir ici pour s'installer et pour gérer ça sur le territoire. Puis c'est aussi lui qui a le projet de faire venir ici 1000 filles du roi. C'est des jeunes orphelines recrutées dans les couvents parisiens pour se marier et inciter les hommes à fonder une famille, donc pour contribuer au développement de la jeune colonie française. Entre 1634 et 1663, il y a une première vague d'environ 200 filles à marier qui arrivent ici. En 1659, le contingent dirigé par Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation Notre-Dame de Montréal, compte une quarantaine de jeunes filles. Et à l'époque, en fait, elles n'ont que deux choix possibles, le mariage ou le couvent. En 1663, c'est l'arrivée du premier contingent officiel des 36 premières filles du roi. Et ensuite, jusqu'en 1673, il va y avoir d'autres vagues là, de filles du roi sous l'intendant Talon, avec sa politique nataliste et ses tentatives de diversifier l'économie. Ces filles du roi vont contracter 995 mariages, parfois jusqu'à 4 unions, parce qu'on meurt assez jeune à cette époque-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie est difficile contre les Iroquois. Et ces mariages vont mener à près de 4500 naissances connues en 10 ans. Les filles du roi et les soldats du régiment Carignan-Salière représentent ensemble environ le tiers de nos pionniers de la Nouvelle-France. Et pour l'anecdote, il faut dire que le nom de Filles du roi a été utilisé pour la première fois par Marguerite Bourgeois dans ses écrits de 1697. On voit ici une peinture de l'arrivée des Filles du roi à Québec. Aussi, il faut préciser que, dans le fond, les hommes de la colonie étaient obligés de se marier, sinon ils allaient perdre leur permis de chasse et de traite de fourrure. Donc, ils avaient quelques semaines pour se marier. Et donc, les plus belles partaient en premier à Québec, et ensuite Trois-Rivières, et ensuite Montréal. Ces filles du roi ont bravé la Grande Mer et sont venues à la demande du roi Louis XIV. Je cite Daniel Pinsonneau de la Société d'histoire des filles du roi. Elles ont tenu parole, elles se sont mariées, se sont courageusement installées sur des terres en bois de bout et ont fondé un nouveau monde. En 11 ans, elles ont été 764 femmes à traverser l'Atlantique, soit la moitié de toutes les femmes qui se sont installées en Nouvelle-France durant le régime français. Elles se sont acclimatées, ont adapté leur manière de s'alimenter, de s'habiller, ont appris à pêcher et à connaître les plantes médicinales d'ici pour soigner leur famille. Il le fallait bien en l'absence de médecins et de sages-femmes. En somme, elles ont enfanté à cœur de vie, elles ont trimé dur. Les filles du roi nous ont légué un héritage inestimable, langue, culture, valeurs, coutumes et savoir-faire. Ces pionnières, aïeules ou mères de la nation, selon l'épithète retenue, embarquent principalement au port de Dieppe et de La Rochelle. Donc, pas étonnant que 80% de nos filles du roi viennent principalement de la région parisienne, de la Normandie ou de l'ouest de la France, qui est le foyer d'origine de la langue française.
Vous voyez ici plus précisément l'origine des Québécois, donc les descendants des colons de la Nouvelle-France, et on voit ici leur provenance avant 1700. En 1671, Jean Talon annonce fièrement à Colbert, le ministre de la Marine en France et des colonies, qu'il y avait eu entre 600 et 700 nouvelles naissances dans la colonie. En fait, entre 1666 et 1673, la population du Canada double, passant de 3200 à 7600 âmes. Au total, en 10 ans, elle aura triplé de population. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est également Jean Talon, pour diversifier l'économie, qui va instaurer le commerce triangulaire entre la Nouvelle-France, les Antilles et la France, comme vous pouvez le voir sur la droite. Et c'est lui qui encourage aussi le commerce intérieur ville-campagne. Mais malheureusement, c'est l'échec de sa tentative de diversification économique. Un autre héros de cette époque, c'est le gouverneur Frontenac. Et d'ailleurs, nos politiciens et décideurs d'aujourd'hui devraient s'inspirer largement de ce grand gouverneur de la Nouvelle-France. Et je le cite, « Rien ne m'a paru si beau et si magnifique que la situation de la ville de Québec, qui ne pourrait pas être mieux postée quand elle devrait devenir un jour la capitale d'un grand empire. » Une belle vision. Je trouve qu'on a fait jusqu'ici, il me semble, une très grave faute en laissant bâtir des maisons à la fantaisie des particuliers et sans aucun ordre, parce que dans des établissements comme ceux-ci, qui peuvent un jour devenir très considérables, on doit, je crois, songer non seulement à l'état présent dans lequel on se trouve, mais à celui où les choses peuvent parvenir. Donc, d'où l'importance de se projeter dans le futur et développer la Nouvelle-France pour en faire peut-être un jour l'Empire français d'Amérique. Frontenac, c'est un libre penseur. Donc, il est gouverneur de la Nouvelle-France entre 1672 et 1682 et de 1689 à sa mort en 1698. Je dis libre penseur parce qu'il s'oppose souvent à la religion dans la colonie. Par exemple, il a tenté de faire jouer la pièce Le Tartuffe de Molière, mais l'Église catholique va combattre le théâtre avec succès et ça va prendre presque 2 siècles avant que le Tartuffe soit joué au Québec. À cette époque, c'est la première guerre intercoloniale en Amérique du Nord. Donc, les premiers chocs, les premiers combats entre la Nouvelle-France et les 13 colonies anglaises. Il y a aussi les Iroquois qui finalement rompent la paix de 1667, notamment par le célèbre massacre à la Chine en 1689. Frontenac rapporte 200 personnes tuées et 120 enlevées, mais selon les recherches historiques, il y a plutôt 100 morts environ. La même année, en 1682, donc un peu avant, l'explorateur voyageur René-Robert Cavelier de La Salle, qui est venu directement de la Nouvelle-France, explore le bassin du Mississippi jusqu'à son embouchure et donne à cet immense territoire longeant le fleuve Mississippi le nom de Louisiane, en l'honneur du roi de France, Louis XIV. Vous pouvez voir à droite le trajet qu'il va faire par le fleuve Mississippi. Malheureusement, le fondateur de Lachine meurt assassiné au Texas d'une balle perdue dans la tête à cause d'une mutinerie parmi ses hommes qui a mal tourné. À gauche, vous voyez les explorations sous Talon et Frontenac. Donc, la Nouvelle-France est quand même bien implantée en Amérique. Et à droite, on voit aussi les conquêtes d'Iberville, que je vais vous parler dans quelques instants, qui avait réussi à reconquérir la baie d'Hudson aux mains des Anglais. Mais entre-temps, le 16 octobre 1690, Québec est de nouveau attaqué par les Anglais. Donc, Québec, il y a un siège qui est tenu, mais le gouverneur Frontenac va résister et va repousser avec succès l'attaque des Britanniques, qui possèdent une flotte de 37 navires et 2200 hommes. D'ailleurs, l'histoire a retenu cette célèbre phrase de Frontenac, parce que lorsque l'envoyé britannique l'invite à se rendre, Frontenac lui répond « La seule réponse que je ferai à votre général viendra de la bouche de mes canons et du feu de mes mousquets. » D'ailleurs, la France va imprimer une médaille pour souligner cette victoire de la bataille de Québec. Et encore aujourd'hui, le château Frontenac a été nommé en l'honneur du gouverneur qui a su défendre courageusement la Nouvelle-France.
Il y a aussi même une bière qui a été nommée en son honneur, mais j'ai jamais pu y goûter, donc je pourrais pas vous en dire davantage sur son goût. Ici, vous voyez le moulin de Verchères. Peut-être que certains vont, euh, vont comprendre où est-ce qu'on s'en va. Eh bien oui. Donc, la constante agitation iroquoise, surtout entre Ville-Marie et Trois-Rivières, et la menace anglaise entretiennent un contexte guerrier chez les habitants de la Nouvelle-France. En 1692, la population est d'environ 12 400 habitants. Les forteresses s'élèvent dans les 45 seigneuries de la fin du 17e siècle et l'une d'elles est concédée par talon à François Jarret, qui possède sa propre fortification. Eh bien, l'héroïne que je vous présente, c'est Madeleine de Verchères, qui va combattre des Autochtones le 22 octobre 1692 à l'endroit actuel, c'est la marina actuelle de Verchères. Donc, à l'âge de 14 ans, elle a défendu sa seigneurie familiale pendant 8 jours contre les Iroquois avec l'aide de ses frères, 2 soldats et un vieil homme de 80 ans. Certains des membres de la tribu iroquoise avaient déjà tué 2 de ses frères, ainsi que 2 beaux-frères à la même époque. Donc, il semblait s'acharner sur sa famille, et même sa mère aussi avait également dû se défendre. Madeleine de Verchères est le symbole de la femme guerrière dans l'Ancien Régime. Il y a même Serge Lusignan et Diane Gervais qui la proclament la Jeanne d'Arc du Québec, rien de moins. Chose sûre, c'est une femme déterminée. Madeleine est présente à tous les plans, familial, seigneurial, ecclésial, juridique, économique et militaire. Elle s'est mariée avec un seigneur de Sainte-Anne-la-Pérade, donc elle décède là en 1747 à l'âge de 69 ans et elle est toujours inhumée sous son banc à l'église paroissiale de Sainte-Anne-la-Pérade en Mauricie. Maintenant, Pierre Lemoine Sieur d'Iberville est un héros important de la Nouvelle-France. Il a remporté de nombreuses victoires sur les Anglais, de la baie James au nord à Navy dans les Caraïbes. Ce Montréalais de naissance, parce que oui, il est de la première génération des Montréalistes, donc les habitants de Montréal, il dirige la conquête de la baie du Thon et chasse presque entièrement les Anglais de Terre-Neuve et du Labrador. Il conquiert l'île anglaise de Nièvre dans les Caraïbes et il est l'un des plus glorieux soldats canadiens. Canadiens, évidemment, au sens québécois. Il vient d'une grande famille, je l'ai dit tout à l'heure, la famille Lemoine. Donc, son père, Charles Lemoine, qui est le premier seigneur de Longueuil puis de Châteauguay, c'est un interprète qui parle 4 langues autochtones et qui sera lui aussi anobli par le roi en 1668. Il y a son frère, Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, le sieur de Bienville, qui fonde la Nouvelle-Orléans en 1718 et qui va devenir la capitale de la Louisiane en 1722 et qui lui-même va en devenir le deuxième gouverneur. Son frère Charles, c'est l'unique Canadien de naissance nommé baron par le roi. Et ensuite, Paul Lemoine de Maricourt, un peu moins connu, mais qui jouit quand même d'une excellente réputation auprès des Iroquois, dont il parle la langue. Il sera impliqué dans les négociations de la Grande Paix de 1701, qu'on va parler tout à l'heure. Donc, vous voyez ici une carte de la Nouvelle-France à l'époque de Frontenac. Donc, d'Iberville, maître de navigation fluviale, est en fait un enfant du Saint-Laurent. C'est un corsaire, donc c'est un pirate légitime, un pirate d'État, donc autorisé par le roi, payé par le roi. Son navire possède 42 canons. C'est un patriote loyal. Il fait une offensive à l'hiver 1690 contre des colons de la Nouvelle-Angleterre et il utilise souvent la même technique. L'hiver est son allié contre l'ennemi. Donc, en raquette, en pleine nuit, il attaque les forts et il scalpe la plupart des habitants, mais il laisse aussi des témoins terrorisés pour raconter justement la terreur que d'Iberville va semer sur son passage. Il fait aussi la gestion des glaces, notamment dans la baie du Thon, lorsqu'il coule un bateau anglais et en capture un autre après une bataille de 6 heures. En 1699, Pierre Lemoine d'Iberville découvre l'embouchure du Mississippi et débarque en Louisiane. Il fonde alors le fort Biloxi en 1702 afin d'empêcher les autres nations de remonter le fleuve, une ville qui va devenir la première capitale de la Louisiane. En récompense de son succès, il est le premier Canadien à être nommé chevalier de Saint-Louis, qui est la plus haute distinction française. Il n'a jamais perdu un combat en 20 ans. Marin et soldat, il a été un héros et un conquérant,
surnommé à juste titre le Cid canadien. Ça veut dire seigneur dans le langage du domaine littéraire. Et il a aussi sa statue à Mobile, en Alabama. À gauche, c'est la statue qu'on voit à la Havane, à Cuba, parce que le moine d'Iberville va mourir là-bas de la fièvre jaune en 1706. Il y a des historiens d'ici qui veulent d'ailleurs rapatrier son corps au Québec. Donc, c'est un projet toujours en attente. Et certains supposent qu'il aurait peut-être été empoisonné parce que dès 1703, son projet était d'attaquer Boston et New York, les centres économiques des 13 colonies. Très audacieuse d'Iberville. En 1701, le Français Antoine de la Motte fonde la ville de Détroit, une région qui sera majoritairement française jusqu'en 1840. Antoine de la Motte est un peu controversé parce qu'on le dit baron de Cadillac, mais en fait, c'est lui-même qui s'est attribué ce titre. Et vous pouvez en apprendre davantage sur personnage dans le livre Cadillac, sorti par Biz de Locolocas en 2018. Je vous invite à lire ce roman. Un autre héros autochtone, Kondiaronk, le chef des Hurons des Grands Lacs, qui consacre les dernières années de sa vie aux démarches diplomatiques en vue d'établir une paix générale entre les Français, leurs alliés autochtones et les Iroquois. Il est l'un des principaux artisans de la Grande Paix signée quelques jours après sa mort. C'est le 4 août 1701 qu'on signe à Montréal, sur la rue Saint-Sulpice, le traité de la Grande Paix de Montréal entre le gouverneur Sieur de Calière, représentant officiel de la France, et 39 nations autochtones, ce qui met fin aux guerres intermittentes. Et encore aujourd'hui, c'est un véritable exploit diplomatique. Et pour ceux que les archives intéressent, on a encore le manuscrit où on voit justement chacune des nations autochtones qui a signé avec l'emblème qui représentait sa tribu ou son clan. Donc, un artefact que vous pouvez voir sur Internet ou dans les archives de Montréal. Manuscrit très intéressant. Donc, la colonie de la Nouvelle-France connut 3 guerres entre 1687 et 1744, principalement contre les Iroquois ou contre les Anglais. Et après la paix de 1701 avec les Autochtones et le traité d'Utrecht en 1713, qui va céder définitivement l'Acadie d'origine française à l'Angleterre, la Nouvelle-France connaît alors une longue période de paix que les historiens nomment Âge d'or. Je vous ai mis d'ailleurs quelques chiffres sur l'évolution de la population de Nouvelle-France qui passe de 24 000 habitants en 1720 à 42 000 habitants en 1739. On fonde à cette époque d'ailleurs la première forge établie ici au Canada, les forges du Saint-Maurice, qui est la première industrie sidérurgique, donc une industrie lourde, la première au nord du Mexique. En 1750, New York a 15 000 habitants et en comparaison, à la même époque, Québec en a 8 000, Montréal 5 000, Louisbourg en a 4 000 et la Nouvelle-Orléans 3 200 habitants. Pendant ce temps, en 1738, le trifluvien Pierre Gauthier de Varennes, sieur de la Vérandrie, fils du gouverneur de Trois-Rivières et c'est un coureur de bois, il explore l'ouest du Canada. Et 2 de ses fils, François et Louis-Joseph, seront d'ailleurs les premiers Français à découvrir et à décrire les Rocheuses en 1757. Je vous ai mis un exemple du trajet que Pierre Gauthier de Varennes et de la Vérandrie va faire. Donc, vous pouvez vous imaginer la longueur et la complexité de ces voyages qui se font en canot, à pied, faire du portage sur une longue distance. Et en plus, vous voyez ici là, la hauteur des Grands Lacs. Donc, c'est pas pour rien qu'on appelait ce territoire-là les pays d'en haut, parce qu'en plus de traverser ce territoire-là en longueur, ben, il fallait aussi monter des obstacles. Ici, vous avez la carte de l'apogée de la Nouvelle-France en 1755, donc tout juste avant la conquête. 90% de la population du Canada français demeure autour de la vallée du Saint-Laurent et à la fin du régime français, donc vers 1760, il y a entre 70 000 et 80 000 habitants en Nouvelle-France, dont 60 000 dans la vallée du Saint-Laurent. Je vous rappelle qu'ils étaient seulement 15 000 en 1700. Et sur cette carte, vous pouvez voir aussi tous les forts français qui ont été installés ici.
Donc, la guerre de 7 ans est déclarée en Europe et donc en 1756, Louis-Joseph de Saint-Véran, marquis de Montcalm, quitte la France pour aller défendre le Canada. Il est issu d'une famille de robes, petite noblesse, ancêtre militaire, originaire de Rouergue. Inconnu à son époque, Montcalm est envoyé à cause de ses bons états de service. Par contre, il est sans argent et à l'époque, c'est très important parce que c'est les officiers qui financent leur propre contingent. Donc, Montcalm n'a pas de véritable moyen d'action. Quand même, en 1759, le général Montcalm dirige une armée de 13 000 hommes français et autochtones, mais seulement 2 000 sont des soldats ou miliciens réguliers. En comparaison, James Wolfe a une armée de 10 000 personnes, mais ce sont 10 000 soldats qui possèdent des armes uniformes, hein, pas des fusils de chasse, là, comme les Français. Tout comme Wolfe, Montcalm va mourir lors de la bataille des Plaines d'Abraham le 13 septembre 1759. Il était âgé de 47 ans. La ville de Québec sera presque entièrement détruite et 40 villages, on parle de 1400 fermes, qui sont incendiées de Lévis à Saint-Jean-Port-Joli lors de l'invasion de la Nouvelle-France. Vous voyez d'ailleurs ici l'église Notre-Dame de la Victoire, illustrée à l'époque par un artiste. Donc, la bataille des Plaines d'Abraham scelle le sort de l'Amérique en faisant tomber la dernière place forte française du continent. Le chevalier François-Gaston de Lévis, qu'on voit à droite ici, est convaincu que la France va sauver le Canada. Donc, il va tenter de reconquérir la ville de Québec et va l'attaquer en avril 1760 avec 4000 hommes. Selon d'autres sources, on parle même de 7500 soldats canadiens et français. C'est la dernière bataille de Québec, tout le monde le savent. Et donc, Lévis va conquérir Québec. Par contre, on attend des renforts. Malheureusement, c'est une frégate anglaise qui arrive en premier et donc qui le prive de sa victoire totale. Et Lévis se retranche alors à Montréal. Et il y a 3 armées britanniques qui totalisent 17 000 hommes qui se rejoignent à Montréal et convergent vers cette ville. Donc, le gouverneur Pierre de Rigaud de Vaudreuil, qui est le premier et le seul Canadien de naissance à occuper le poste de gouverneur, va négocier au niveau de la propriété, les lois, respecter la religion des Canadiens et se rend officiellement. Donc, il signe la capitulation de la Nouvelle-France et grâce à sa diplomatie, la religion catholique sera notamment tolérée, ce qui est une première dans l'Empire britannique dans lequel règne l'anglicanisme. Lévis, de son côté, va donner l'ordre de brûler les drapeaux sur l'île Sainte-Hélène. Je le cite, « L'intérêt général de la colonie exigeait que les choses ne soient pas poussées à la dernière extrémité. » Dans le fond, il refuse le déshonneur que les Anglais voulaient imposer, c'est-à-dire de rendre les armes sans avoir combattu. Donc, il refuse ça totalement. C'est pour ça qu'il brûle les drapeaux qui allaient devenir un trophée de guerre aux Anglais. Cette décision lui attire de sévères critiques de la part de l'armée française et de la cour royale. La conquête anglaise, évidemment, va donner ce qu'on dit le débat entre l'école de Montréal, avec des historiens comme Lionel Groulx, Maurice Séguin, Guy Frégault, Michel Brunet, qui considèrent la conquête comme une catastrophe, et les historiens de l'École de Québec, avec Fernand Ouellette, Marcel Trudel, Jean Hamelin, et je classe aussi Jocelyn Letourneau de l'Université Laval, qui vont voir des bienfaits dans la conquête anglaise. Donc, par la suite, par exemple, il y a la poste qui va être amenée ici par les Anglais. Il y a le régime parlementaire aussi en 1791. Donc, eux utilisent d'autres arguments, mais il n'y a rien qui prouve qu'on n'aurait pas eu ces institutions-là, même sous un régime français, et surtout si la Révolution française de 1789 avait touché le Québec. Je vous ai mis quelques liens si vous voulez en savoir davantage à ce sujet. Le traité de Paris est donc signé en février 1763. Les Anglais vont créer la Province of Quebec et je rappelle que ça vient d'un usage romain, provinci, en latin, qui signifie territoire pour les vaincus. Donc, la prochaine fois, avant d'utiliser le mot province, pensez-y 2 fois. Par contre, les Autochtones n'ont pas signé de traité, donc ils sont techniquement toujours en guerre. Et donc, le 3e héros autochtone que je vous présente, c'est Pontiac, qui, dès le printemps 1763, veut anéantir les Anglais. C'est le chef de la tribu des Premières Nations Outaouais de Détroit. Il demande aux Français de se joindre à son armée de 50 000 guerriers.
Pontiac rallie rapidement les Delaware, les Hurons de Détroit, les Miami, les Ojibwe, les Potawatomi et les Chouanon. Désolé pour la prononciation. Il mise sur une alliance tactique avec la France dont il espère le réveil. Mais sans élite véritable et sans poudre noire ni armes, parce que les armes ont été confisquées par les Britanniques, ben, les habitants du Québec vont refuser cette offre. Pontiac dit « Ce n'est pas pour me venger seulement que je fais la guerre aux Anglais. C'est pour vous, mes frères, comme pour nous. » Tous les forts anglais sont assiégés, 5 semaines de terreur. Il réussit d'ailleurs à reprendre 9 forts anglais des postes de traite. Le général Hammer, c'est à cette époque-là qu'il réplique avec ses couvertures infectées à la variole, qui est une des premières armes bactériologiques. Et cependant, Pontiac va mourir assassiné en 1769, poignardé par un autochtone illinois à la solde des marchands des futurs États-Unis, qu'on appelle encore les 13 colonies, et qui était venu venger son oncle humilié par l'ancien leader autochtone. En 1805, la bourgeoisie britannique de Québec fonde le journal de Québec Mercury, qui est une presse partisane qui défend les intérêts des marchands anglais et ayant pour mission d'assurer la suprématie de l'oligarchie anglaise. Donc, c'est en partie pour le répliquer que les francophones vont créer le Canadien, donc un journal pour défendre les droits et les intérêts des Canadiens français. Et justement, l'épigraphe du journal est clair. Notre religion, notre langue, nos lois. Et le Canadien devient l'organe du parti politique du Parti canadien qui est fondé à la même époque. Cette fondation du premier journal indépendant de langue française est le fruit de Pierre-Stanislas Bédard et François Blanchette, membres du Parti canadien. Ces députés s'opposent aux membres bureaucrates favorables au pouvoir anglais. Et ils ont raison de s'indigner. En moins de 15 ans, et grâce à l'introduction du nouveau système de tenure de terre en 1791, il y a 1 500 000 acres des meilleures terres de la couronne qui seront octroyés à seulement 70 personnes. Donc, on exige réparation et justice. Les sermons de l'évêque Plessis prônent la plus grande loyauté envers la couronne britannique parce qu'à l'époque, pour l'Église, il faut respecter l'autorité en place parce que la monarchie de droit divin vient de Dieu, donc il fallait respecter l'autorité, qu'elle soit anglaise ou française. Donc, Monseigneur Joseph-Octave Plessis fait lire par les curés la proclamation du gouverneur contre le Parti canadien. Donc, la tension commence à monter entre les réformistes, l'Église et le pouvoir colonial. Voyez à droite Pierre-Stanislas Bédard qui va payer cher sa prise de position contre le gouvernement. En 1811, il sera libéré de prison après avoir été détenu sans procès pendant 2 ans, 9 mois et 21 jours. Donc, il sort de prison. C'est le premier chef du Parti canadien. En 1812 jusqu'à 1814, les États-Unis vont déclarer la guerre à l'Angleterre et à partir de Détroit, vont envahir le Canada pour une seconde fois. Ils l'avaient déjà fait en 1775, lors de leur guerre d'indépendance, pour s'en prendre aux intérêts britanniques. C'est entre autres pendant cette bataille, cette guerre qui va avoir la bataille de Châteauguay, donc va se distinguer parmi les conflits, entre autres, en fait, le 26 octobre 1813 plus précisément, lorsque 3000 États-Unis vont être repoussés par les 300 soldats du régiment canadien-français, les voltigeurs que vous pouvez voir à droite en bas, qui avaient refusé l'uniforme rouge des Anglais, donc ils portaient des uniformes blancs, et ils étaient commandés par le héros Charles Michel de Salaberry et quelques autochtones appuyés par 1500 miliciens sédentaires. On arrive bientôt aux rébellions des Patriotes. Donc, en 1823, les 2 députés patriotes, Papineau et Nelson, vont à Londres avec une pétition de 60 000 signatures et s'assurent que le projet de l'Union du Bas-Canada, le Québec d'alors, et du Haut-Canada, l'Ontario, on pourrait dire, des provinces qui avaient été créées en 1791. Donc, on va là-bas pour se battre contre l'union des 2 provinces. Le projet sera finalement abandonné. En 1826, le Parti canadien devient officiellement le Parti patriote et possède La Minerve, qui est un autre journal, comme organe, qui a été créé la même année. Ce groupe politique devient majoritaire à l'Assemblée législative, qui est le Parlement du Bas-Canada, au début des années 1830.
Donc ici, Louis-Joseph Papineau, qui est le fils de Joseph Papineau, qui était député lors de la première législature. Et donc, en 1815, à peine âgé de 30 ans, il est pressenti par Bédard pour le remplacer. Donc, Papineau devient officiellement le chef du Parti canadien et par la suite du Parti patriote. C'est un grand érudit. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'existe la célèbre expression « ça ne prend pas la tête à Papineau », dans le sens qu'on n'a pas besoin d'être intelligent autant que lui pour comprendre telle ou telle chose. En 1828, l'Assemblée du Bas-Canada décide d'envoyer une autre délégation de 3 membres du Parlement à Londres, donc John Nelson et ses 2 adjoints, Denis Benjamin Vigée, qui est le cousin de Papineau, et Augustin Cuvillier, avec une autre pétition de 87 000 noms, avec une série de résolutions adoptées pour exprimer les revendications des Canadiens, qui sont les Québécois d'alors. Vous voyez Papineau ici lors de son exil à Paris en 1841 et ça serait, selon les historiens, l'image la plus près de la réalité de son visage. En 1832, c'est la première mention du drapeau des Patriotes qu'on appelle le tricolore canadien ou le drapeau de Saint-Charles, selon Gilles Laporte, lorsqu'un groupe va accueillir à leur sortie de prison Daniel Tracy et Ludger Duvernay, qu'on voit ici à gauche, emprisonnés depuis le 15 janvier pour leur opinion. Donc, ils ont passé plus d'1 mois en prison pour simplement avoir écrit un éditorial qui dénonce les agissements du gouverneur colonial britannique. Et pendant ce temps-là, le gouvernement anglais encourage l'immigration massive dans l'espoir de mettre les Canadiens en minorité. 1833, c'est la fondation du Club des femmes patriotes, donc d'autres héroïnes patriotiques. Marie-Victoire Dumouchel, qui a dessiné et tissé le drapeau des combattants de Saint-Eustache, qui a été en quelque sorte le premier drapeau canadien-français. Henriette Vigée, Marie-Émilie Boucher de Boucherville, qui était mère de patriotes, et Émilie Jorroir, qui avait pour mission, entre autres, avec d'autres femmes, de fondre des balles pour les combattants patriotes. L'année dernière, je vous avais parlé un peu plus en détail de ces femmes patriotes, donc je vous invite à lire mon article dans la Gazette de la Mauricie ou à revoir le vidéo de la conférence de l'année dernière qui insiste pas mal davantage sur ces femmes patriotes. Donc, en juin 1834, c'est le premier banquet organisé par Ludger Duvernay dans les jardins de l'avocat John MacDonald à Montréal pour souligner la commémoration des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, qui était une tradition qu'on avait déjà en Nouvelle-France depuis 1636 et qui avait été interrompue depuis la conquête. Donc, Ludger Duvernay voulait doter le peuple d'une fête nationale annuelle et réunir les chefs patriotes dans ce lieu de réflexion destiné aux réformistes désireux de discuter de l'état du pays. Et face aux abus du pouvoir colonial, donc la société canadienne s'en venait de plus en plus mûre pour l'indépendance politique. En 1835, on va fonder l'Union patriotique et les Canadiens Louis-Michel Vigée, sa famille et Jacob DeWitt vont fonder la première institution bancaire des Canadiens français, la Banque du Peuple, dont vous pouvez voir un exemple en bas ici. En 1836, on va aussi créer la Banque canadienne à Saint-Hyacinthe pour favoriser les Canadiens français. Donc, je vous ai mis une carte là, pour résumer les principales batailles en 1837 et 1838 lors des rébellions. Donc, c'est vraiment une révolution des patriotes républicains. Et entre 1834 et 1837, environ 25 000 personnes ont pris part à une multitude d'assemblées patriotiques, dont 120 assemblées seulement dans l'année 1837. Si vous voulez en savoir davantage sur chacune des régions, ce qui s'est passé, je vous invite à lire La brève histoire des patriotes de Gilles Laporte, qui est une synthèse de ses travaux et qui est très précis sur ce qui s'est passé. Aussi, dans mon livre, j'ai beaucoup parlé des patriotes de la Mauricie qui ont été enfermés à Trois-Rivières. Donc, vous avez encore quelques noms de patriotes. Et j'insisterai pas j'irai pas dans les détails, mais quand même, c'est un pan important. Et j'imagine que chacune des régions du Québec a ses propres patriotes qui ont aussi subi la répression du gouvernement britannique. Entre autres, vous savez que la bataille de Saint-Denis est l'unique victoire des Patriotes, donc le 23 novembre 1837. Donc, le général Gore va faire sonner la retraite.
et les troupes vont abandonner le terrain et battre en retraite. À droite, vous pouvez voir Jean-Olivier Chénier, un autre chef patriote, lui, qui va se démarquer dans la bataille de Saint-Eustache le 14 décembre, qui, il faut le dire, sera une boucherie, hein, un massacre total, plus de 70 morts du côté des patriotes par l'armée britannique, qui, il faut le dire, quand même aussi, était la plus puissante du monde à l'époque et qui avait battu Napoléon 20 ans plus tôt. Donc, les Patriotes ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais il faut quand même dire que les Patriotes se sont défendus. Donc, ce n'est pas eux qui ont attaqué le pouvoir anglophone, mais bien les loyalistes anglophones qui ont attaqué la population et les partisans patriotes. D'autres héros patriotes, je pense évidemment au frère Nelson, Robert Nelson qui s'est proclamé chef du gouvernement provisoire et a signé la déclaration d'indépendance du Bas-Canada le 28 février 1838. C'est une date malheureusement oubliée dans notre histoire. Et son frère Wilfred qui, lors du retour de son exil, va devenir maire de Montréal, entre autres. Donc, avant de conclure, le bilan pour les 6 batailles, bien, l'Ontario de l'époque, hein, le Haut-Canada, avait d'ailleurs eu sa propre rébellion sous le chef William Lyon Mackenzie. D'ailleurs, vous pouvez voir ici le drapeau des frères chasseurs, parce qu'on avait déjà, il y avait des dialogues là, quand même entre ces républicains anglais et français, parce qu'on voulait déclarer l'indépendance de la République des deux Canadas. Tandis qu'au Québec, on parle de 158 patriotes tués et 142 blessés, plus de 1000 personnes arrêtées, souvent pour haute trahison envers la couronne, envers le gouvernement, c'est-à-dire 2 fois plus d'arrestations qu'en octobre 70 pour une population 10 fois moins nombreuse. Il y a eu des procès militaires à Montréal, 14 procès qui vont faire 9 patriotes acquittés, mais 99 condamnés à mort. Parmi ceux-ci, il y en a 8 qui ont été exilés aux Bermudes, 58 envoyés en Australie et 27 vont être libérés sous caution. Et en plus, 12 patriotes seront pendus publiquement, dont un député, quand même, à la prison neuve de Montréal, dite au pied du courant. Ces exécutions publiques vont directement faire 6 veuves et 24 orphelins. Je vous ai mis la liste des 12 pendus. Cardinal, Duquette, Robert, Hamelin, les frères Sanguinet, Decoigne, Narbonne, Nicolas, Daunet, Hindelang et Delorimier, qui est un des plus connus. Donc, le 1er mai 1839, en plein exil à Paris, Papineau publie Histoire de la résistance du Canada au gouvernement anglais. Et le mois suivant, Ludger Duvernay, qui est en exil aux États-Unis, à Burlington, au Vermont, va faire publier aussi cet ouvrage de Papineau dans son journal Le Patriote. Donc, aux 3 à 5 villages rasés, parmi les plus beaux d'ailleurs, des centaines de maisons brûlées et les nombreux patriotes en exil, sans parler des pendus. Donc, on peut ajouter les dizaines de familles mises à la rue, les vols de possession et de bétail, des cas de viol aussi qui existent dans les archives judiciaires, ainsi que des victimes collatérales. Par exemple, dans le cas de Verchères, le député Pierre Amiotte qui va décéder en janvier 1839 à la suite de son emprisonnement. François Mitterrand disait « Un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité. » 2 derniers noms, 2 héros pour terminer. Antoine Gérin-Lajoie, qui a composé en 1842 la chanson « Un Canadien errant », qui va servir notamment à l'Association de la délivrance pour obtenir l'amnistie pour les patriotes non graciés, ce qui va arriver en 1849. Donc, les patriotes vont pouvoir être autorisés à revenir au Canada, au Québec, mais évidemment à leurs propres frais. La chanson sera rapidement reprise par d'autres exilés, notamment par les Acadiens, sous le titre « Un Acadien errant ». Et il y a aussi Joseph Guillaume Barthes, un poète qui a été emprisonné, qui a fait 3 mois de prison pour avoir écrit un poème destiné en hommage justement aux patriotes. Ça s'appelait aux exilés politiques canadiens. Et Joseph Guillaume Barthes a été envoyé en France par l'Institut canadien de Montréal. Donc, il serait directement impliqué dans la venue de ce bateau culturel, la Capricieuse, qui arrive ici à Québec en 1855. C'est le premier navire français
à venir ici depuis la capitulation de 1760. Donc, ça a pris presque un siècle avant qu'on renoue avec la mère patrie. Le bateau va arriver ici plein de livres, plein de journaux et plein de bonnes nouvelles. Et donc, ça va faire le bonheur des habitants du Québec. Et par la suite, la France va ouvrir 3 délégations, 2 dans les Maritimes et une à Québec, qui allait devenir en 1859 le premier consulat de France au Canada. Et à partir de cette époque-là, le drapeau tricolore de la France est alors utilisé de plus en plus par les habitants canadiens-français qui s'en servent comme emblème parce que le drapeau patriote, le tricolore canadien, est interdit par les autorités. Donc, j'ai déjà dépassé mon temps, mais je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'aurais aimé ça vous en parler beaucoup plus, mais en conclusion, je vous ai parlé quand même d'au moins une quarantaine de héros québécois et de héroïnes entre 1608 et 1840, dont 3 autochtones et au moins 10 femmes patriotes, sans compter les 764 filles du roi. Donc, évidemment, vous comprenez qu'il y aura encore beaucoup à dire. Peut-être vous me réinviterez l'année prochaine et je vous parlerai des héros du Québec de 1840 à nos jours. Il y en a vraiment plusieurs. Je peux penser à Louis Riel, je peux penser à Léo Major, entre autres. Mais évidemment, je voulais me concentrer sur la première partie de l'histoire du Québec parce qu'on a peu d'occasion de parler de la Nouvelle-France. Et ce sont justement des héros qu'on devrait se rappeler. C'est des noms qui ornent aujourd'hui des rues, des boulevards, des autoroutes ou des stations de métro, mais ils ont été bien plus que cela. Et donc, j'ai fait de mon mieux pour vous vendre leur héritage. Et je termine en vous disant, si vous voulez en savoir plus sur mes travaux, mes recherches, ben, j'ai publié 3 ouvrages, un sur les Patriotes, un deuxième sur l'histoire de Trois-Rivières en photo. Et ce mois-ci va paraître un ouvrage sur Omer Héroux que j'ai co-rédigé avec Francis Bergeron. Sur Omer Héroux, c'est un grand patriote aussi à sa manière. Il a été co-fondateur du journal Le Devoir avec Henri Bourassa. Il a écrit plusieurs articles aussi pour défendre les Français, les francophones partout en Amérique, tant dans l'ouest du Canada qu'en Louisiane. Donc, c'est un ouvrage que vous pourrez vous procurer bientôt dans les librairies ou chez mon éditeur. Et vous pouvez aussi lire mes chroniques d'histoire à la Gazette de la Mauricie sur le blog de la Gazette. Et à droite, vous avez mes 2 projets musicaux. Carnival, je pourrais dire, c'est du folk circassien, très théâtral. Et Maudit Vera, qui vont en intéresser plusieurs d'entre vous. C'est mon groupe montréalais qui est du trad metal, donc avec du violon. Et on raconte l'histoire du Québec, principalement de la Nouvelle-France. Donc, on a une chanson sur Jacques Cartier, une autre sur Samuel de Champlain, une autre sur les coureurs des bois. Vous pouvez aller entendre notre album sur Internet ou sur Facebook. Donc, je pense que ça va intéresser plusieurs d'entre vous. J'aurais aimé ça être parmi vous, mais on aura l'occasion sans doute là, de se reprendre à venir. Donc, n'hésitez pas là, à me contacter ou à m'ajouter sur Facebook pour avoir de mes nouvelles. Et donc, je vous souhaite en terminant une excellente 19e édition de la Journée nationale des patriotes du Québec et j'espère avoir semé quelques graines en vous, éclairé votre mémoire et la mémoire collective sur les héros et héroïnes du Québec pour honorer notre devise « Je me souviens ». Merci beaucoup à tous.